Ils forment le premier bloc. Et ce n'est pas un hasard. Ils font et défont l'actualité, ils analysent, ils jugent. Ils donnent les vraies réponses. Le premier bloc. C'est sur OK la radio. OK. Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue dans le premier bloc. C'est sa 169e édition que nous allons aborder, comme toujours aujourd'hui, avec Laurent Perroton. Bonsoir, Laurent. Bonsoir, messieurs. Et Christian Ponty de retour. Bonsoir, Christian. Salut les gars. Alors, aujourd'hui, je vais vous soumettre à un examen sérieux puisque, comme c'est la 169e édition, nous allons nous pencher sur le numéro 69. Avant de vous demander le résultat de vos recherches, je vais plutôt vous demander à l'un et à l'autre combien de numéros 69 avez-vous trouvé? Laurent Perroton. 3. Ouais, Christian Ponty. 4. Ouais. Bah moi, 3,5. Parce que ce numéro 69, vous êtes d'accord avec moi, messieurs, bah, il a été très, très peu porté dans le hockey sur glace. Quelle est la raison? Vous pourriez mettre quelques hypothèses, Oui. qu'elles soient coquines ou pas coquines, mais toujours est-il que c'est un numéro qui est très peu utilisé. Alors, qui a dit 4? Christian. Moi. Ouais. Ouais. Alors, on va commencer avec Laurent Perroton et puis vous nous donnerez le 4e que vous avez pu découvrir en plus, Christian. Alors, allez-y, Laurent Perroton. Déjà, je vais répondre à ce que vous venez de dire. C'est important. C'est lorsque je suis allé jouer à Paris, il y avait pas mon numéro de disponible et j'ai voulu prendre le 69. C'est mon numéro de naissance et on me l'a refusé. On me l'a refusé, le coach a refusé pour les raisons que vous avez évoquées. Donc, il y a peut-être aussi dans certaines fois la direction des clubs et dans le merchandising où on ne le veut pas. Donc, mais on y reviendra après. Donc moi, évidemment, Andrew Desjardins, je pense que Christian l'avait. Ouais. Mais c'est surtout ce qui m'a intéressé chez lui, c'est qu'il a fini sa carrière à 39 ans. Donc il a joué 408 matchs en NHL, il a gagné la Stanley Cup avec son José, il a joué aussi à Chicago. Il a joué en Allemagne avec Mannheim, il a été champion en 17-18, 18-19 et 21-22. Champion d'Autriche en 22-23, mais surtout à sa dernière saison à Villars, donc il jouait en ICEHL. Villars. En Ice Hockey League, quoi. Ouais, exactement. Et il a dernière saison 47 matchs, 37 points à 39 ans. Donc il a quand même c'est quand même une ligue où ça joue quand même bien au hockey et donc il a duré dans sa carrière. Après le deuxième, c'est Bastien Becker, le chanteur. En fait, j'avais pas pensé à lui. Oui, attendez. Il a signé son contrat au HCV Martigny pour la saison 2021. Vous savez, on en avait déjà parlé, mais moi j'étais avec quel entraîneur? J'étais pas favorable à cela parce qu'il avait arrêté 10 ans et je trouvais que c'était risqué en My Hockey League de prendre un joueur comme ça. Et évidemment, en Valais, en merchandising, on lui a donné le numéro 69, donc pour continuer dans le délire. Et là, il y a donc avec une option pour la saison 2022. Donc il a signé pour 2021 avec une option pour 22. Et ça faisait 9 ans qu'il n'avait pas joué. Donc il a fait une préparation parce qu'il a été bloqué au Costa Rica pendant le Covid pendant 4 mois. Donc il a trouvé un préparateur physique et d'où est venue l'idée évidemment avec notre emblématique défenseur Sami El Assaoui qui a toujours de grandes idées. Et du coup, il s'est retrouvé à venir et là, il y a eu MySport qui a dans son émission Home Med qui a décidé de faire un reportage. Donc, on était suivi pendant toute la période Covid. Une espèce de télé-réalité. Ouais, entre rêve et réalité. Et finalement, j'ai jamais pu l'aligner. 0 minute. Et quand il aurait pu être aligné, le match a été arrêté à la fin de l'échauffement. C'était à Gain. Donc, je vous invite à aller voir ce reportage. Cette série. Et puis pour finir, moi le troisième, c'est un joueur que j'apprécie particulièrement, que j'ai eu au Pôle France à Megève, qui a joué dans mon club de cœur, le LHC, le Lyon Hockey Club. Enzo Baravaglio, qui porte le numéro 69, lyonnais formé au club. Et je vous invite à aller regarder les maillots officiels collector édition de la Fête des Lumières. Vous savez que ce week-end, il y a la Fête des Lumières. Ouais, c'est très beau, ça, d'ailleurs. Il y a beaucoup de gens de Romandie qui viennent. Et en fait, ils ont fait un maillot édition spéciale. Et lui, il a le numéro 69. Lui, parce qu'il est lyonnais, né à Lyon, papa président.
ça rappelle un peu mon histoire. Donc du coup, voilà, j'ai une affection particulière et j'ai adoré leur maillot. Je les trouve vraiment. Je vous en ai parlé hier. Je les trouve vraiment sublimes. Donc voilà mes 3 numéro 69. Ouais. Tiens, pour revenir sur Bastien Baker, qui est donc, comme vous le savez tous sans doute, le fils de Bruno Kaltenbacher, qui en parenthèse vient de fermer son Zodiac à Lausanne, et c'est dommage, il prend sa retraite, Bruno. C'est un sports bar sympa de moins du côté de Lausanne. Exact. Bref, donc le fils de Bruno Kaltenbacher, ancien joueur notamment de Bienne et de Fribourg-Gotteron, et Bastien Baker et de Zoug aussi. Et Bastien Baker et d'Ambry, ça va, vous avez fini la liste? Ouais, mais si tu vas-y jusqu'au bout. Et avec ton maillot du FC alors Sion, justement, là. Alors je vais silence. Alors je vais donc Bastien Baker est un gars qui était avant tout aussi un petit coup de pub, hein, on va dire. Pour oui. Hein. Oui. Et c'était un petit peu pour inciter aussi les jeunes filles à venir à la patinoire, parce que moi j'ai eu la chance. Alors anecdote, moi j'ai eu la chance d'accompagner Bastien Baker à l'Olympia et au Botanique à Bruxelles lors de son explosion médiatique, si on veut dire. Et je peux vous assurer qu'alors les midinets, c'était hallucinant. Attendez, j'ai deux anecdotes. Première anecdote, on va jouer à Vicky Musingen, on arrive patinoire pleine, que des nanas et je l'avais mis surnuméraire. Donc, il n'était pas dans la composition d'équipe. Deuxième anecdote, et là, j'ai trouvé ça très drôle parce que vous savez que le trash talking entre les clubs, j'aime bien quand c'est drôle, pas quand on parle de résultats sportifs. Et là, Sierre avait fait un coup fumant. Une semaine après l'annonce de Bastien Becker, ils avaient annoncé Renaud le chanteur qui arrivait, qui faisait un comeback dans leur club. Donc, j'avais trouvé ça exceptionnel. Ouais. Bon, merci Laurent. Allez, on y va avec vos numéros 69, Christian. Qu'est-ce qu'il vous reste sur la liste? Déjà, mais déjà, juste préciser que le 69, il est parti de 2 autres numéros. Le 66 le 6 et le 9. Non, le 99 et le 66, des numéros qu'on porte pas en NHL pour des raisons évidentes pour le 66 et le 99, mais le 69 parce qu'effectivement, il y a une connotation qui peut être sexuelle et surtout, tu passes un peu pour un guignol quand tu prends le 69. Donc, c'est aussi pour ça que les gens, ils ont pas trop voulu. Donc, on peut imaginer aussi, dans l'état du coach à Martigny quand ils ont annoncé la conférence de presse avec Bastien Becker imposé. Et puis, faut préciser le contexte parce que moi, j'étais là à la conférence de presse. Donc, il faut savoir que Bastien, il avait les cheveux presque au milieu du dos. Il avait une barbe fournie. Puis, il annonce et puis là, il monte son maillot puis il y a le 69. Alors, moi, je me rappelle du sourire en coin dans certains coachs à ce moment-là. Genre, bon, ok, puisqu'il est là, on va le prendre. Hein. Résultat des courses, 0 temps de jeu. Et puis, ils avaient très bien. À part ça, la série, elle est juste incroyable parce que il y a une espèce de drama, puis finalement, tout se termine pas bien à cause du Covid, mais bon, finalement, Bastien, il a pas pu jouer. Mais ça veut aussi dire une chose, à part ça, et ça, c'est sérieux, que tu peux pas arrêter 10 ans de jeu au hockey puis jouer en MySport League avec des gars. Moi, ce qui m'avait frappé, c'est que physiquement, il était bien, hein, le haut du corps, mais il avait des jambes, c'était des baguettes. Et les gars en première ligue, ils ont des troncs, quoi. Enfin, en MySport. Enfin, bref, c'est juste pour dire que, voilà, il y a, comme disait Laurent, ça l'énervait beaucoup que les gars faisaient de la muscu l'été parce qu'ils faisaient la muscu pour la playa. Et en réalité, c'est la cage abdominale et les jambes qui font beaucoup le hockeyeur. Bref, ça, c'est pour Bastien. Après, juste pour finir ce que tu as dit à propos de Bruno, effectivement, peut-être, je me suis posé la question si à un moment donné, il y a un passage à vide du LHC, c'était dû au fait que Bruno avait fermé parce qu'il faut savoir que c'était le Stam à Ward qui allait manger tout le temps D'ailleurs, ça, c'est con parce que c'était vraiment cool. Il faisait des wings incroyables. Bref, ça, c'est pour on se déplaçait de loin à la ronde pour aller manger ses wings. Oui, puis Bruno, il était cool. C'était vraiment chouette. Mais bref, tout ça pour dire que, moi, j'en ai deux de plus en fin de compte. Il y a Kevin Fiala qui a joué à Los Angeles en 2022-2023 avec le 69. Et après, il a changé de numéro. Et surtout, il y en a un qui est incroyable et qui est suspendu au sommet de la patinoire à Davos, c'est Sandro Rizzi. Et Sandro Rizzi, c'est un gars exceptionnel. Parce que, pourquoi? Et moi, je me rappelle avoir vu l'émission avec... c'était sur MySport avec Christo Huet et puis comment ça s'appelle Laurent Meunier. Et en fait, ils ont invité, ils ont fait une émission sur Arnaud Delcourteau, sur Chris Maxerlet. Et ces gars-là, ils peuvent inviter une personne. Et il avait fait venir Arnaud Delcourteau. Et en fait, Chris Maxerlet. Bon, après, c'est Chris. Hein. Il a dit mon idole, c'est Arnaud Delcourteau. Après, c'est vrai que si on prend en termes de statistiques, c'est l'entraîneur le plus titré de Suisse. Et en fait, Arnaud avait dit un truc très juste. Il a dit, mais écoute, quand nous on a gagné, toi tu avais 3 lignes, moi j'en avais 4.
Et sa quatrième ligne, le centre, c'était un certain Sandro Rizzi. Doridi. Sandro Rizzi, c'est un gars qui était taillé pour les playoffs. Et ce que j'aime bien, et ça, c'est un pur produit Arnaud Del Curto. Pourquoi? Parce que Sandro Rizzi, c'est un petit gars de Saint-Moritz, en Grison, qui joue sur une patinoire à ciel ouvert à côté du lac. Je sais ça parce que mon frangin était au Club Med et j'allais jouer là-bas au AK. C'était vraiment incroyable. C'est juste pour dire que en 1996, il a joué avec les juniors A. Il Incroyable. a joué avec Saint-Moritz en première ligue, 19 matchs, 20 points. 6 matchs en Ligue nationale A et il a fait les championnats U20. Donc, il a joué en junior A. Non, mais c'est pour dire, le gars. Et Il en a fait le championnat du monde du 20. voilà, c'est juste pour dire les niveaux de catégorie. Alors, Ouais. évidemment qu'un gars comme ça aujourd'hui, bah, il serait en Suède ou je sais pas où, enfin bref. Mais c'est pour ça que je dis que c'est un produit Arnaud Del Curto, comme un certain Corvi. Corvi, il jouait en deuxième ligue et même en première ligue après avec Coire. Et ils sont allés le chercher parce que c'était le meilleur buteur de Coire en première ligue, mais ça l'emmerdait d'aller en. Et en fait, il allait le chercher. Regardez, entre nous, Corvi, donc c'est un gars qu'il est allé chercher en première ligue. Il l'a directement fait jouer en Liga. Il était exceptionnel. Et aujourd'hui, Corvi, il a eu la peut-être mauvaise idée de suivre le flux de Ambul parce qu'il a dit qu'il arrêtait l'équipe suisse. Vous avez vu où il est au niveau des passeurs? Il est exceptionnel. Bah, tout ça pour dire que Sandro Rizzi, il était tellement bon qu'ils l'ont suspendu. Donc, il y a le numéro 69 suspendu sur le toit de la cathédrale de Davos. Et c'était un joueur exceptionnel. Et c'est lui, notamment, qui a marqué un goal. Il faisait tous les dégagements, les engagements défensifs très importants. Un peu comme Eschliman à un moment donné à la fin de sa carrière avec l'équipe de Suisse. Et c'était un joueur exceptionnel. C'est un petit joueur, 1m83 pour 90 kilos, bien solide sur ses pattes. Et ultra important. Et c'est juste pour dire que ça faisait la profondeur du HC Davos. Et c'était déjà à l'époque, Davos avait une quatrième ligne qui jouait 13 à 15 minutes. C'est énorme. Merci Christian. Je vais pas essayer de vous concurrencer en tant qu'historien du hockey international, suisse international, mais je vais quand même encore vous donner un nom et demi, enfin même deux noms. Si je vous dis Melvin Engelstadt, eh bien c'est simplement le tout premier joueur de la NHL à avoir arboré le numéro 69. C'était lors de 2 matchs avec Washington pendant la saison 2003-2004. Donc il a fallu attendre quand même longtemps avant de voir un numéro 69 en NHL. Et puis il y a un joueur qu'on a oublié un peu. Andrew Desjardins, on en a parlé. Et puis il y a Niklas Backström, le Suédois, qui a joué avec le numéro 69 pendant le lockout en 2012 et 2013. Il avait arboré ce numéro lorsqu'il avait évolué au sein du Dynamo Moscou. Et puis j'ai un demi numéro 69 parce que en fait j'ai même été jusqu'à aller chercher son nom sur l'intelligence artificielle pour essayer de creuser parce qu'il y avait une rumeur qui circulait et je n'avais pas de confirmation officielle et même l'intelligence artificielle n'a pas pu faire mieux que l'ensemble des recherches qu'elle avait pu faire. C'est Kevin Schlepfer, l'actuel directeur sportif de Bâle, qui aurait, je dis bien aurait porté à l'une ou l'autre reprise dans sa carrière le numéro 69, mais dans toutes les statistiques qu'on a pu consulter jusqu'il y a des dizaines d'années, donc depuis gamin, on n'en a pas la preuve matérielle. Donc voilà, on restera sur le doute concernant Kelvin Schlepfer et finalement, ça va très bien avec le bonhomme. Voilà, messieurs, pour le numéro 69 de cette semaine. On va immédiatement enchaîner avec le casque d'or et le casque de plomb. Allons-y avec le casque d'or de Laurent Perroton. Alors, le casque d'or, moi, c'est au club de Düsseldorf. Vous savez que son surnom, c'est la DEG, et vraiment une institution à part. Ok. Ouais. En effet, pour célébrer les 90 ans du club, outre un album Panini rappelant les grands joueurs du club, initiative étonnante, surtout après la terrible descente en DEL2 au printemps dernier. Donc ils ont décidé de faire quelque chose et on en parle souvent et moi j'ai trouvé que c'est intéressant, mais en fait la DEC vient de publier une vidéo dans laquelle les joueurs lisent les commentaires haineux écrits par les fanatiques avec leur pseudo, les screenshots, etc. Cette vidéo est publiée à froid. Ils ont attendu tout l'été. Ils ont préparé ça une fois que le choc de la régulation est tombé. Une initiative extrêmement intelligente et cela permet à l'organisation de se positionner de manière encore plus forte contre la haine en ligne et les haters. N'acceptons pas l'inacceptable. Certains dirigeants devraient en prendre de la graine. Et en fait, eux, ils sont partis dans une campagne là-dessus.
Et je parle de ça parce qu'il y a eu quelque chose de très grave qui est arrivé cette semaine dans un autre sport à Nice. À Nice. Je sais pas si vous avez suivi. Oui, oui. Et en fait, bah voilà. Préciser pour tous ceux qui ne seraient pas au courant. Bah en fait, au foot, ils ont des mauvais résultats. Ils sont rentrés la nuit. Et en fait ils se sont fait attendre. Donc en fait si vous voulez c'est enfin c'est Il y un a fan 2 club. joueurs qui sont Oui, pris à oui, partie. mais c'est surtout qu'ils ont interdit les téléphones et en fait ils ont mis des fumigènes donc dans la nuit, donc on voyait rien, il y avait beaucoup de fumée, puis ils ont frappé 2 joueurs et le directeur sportif. Et donc du coup c'est très politique, hein, c'est pour ça que je veux y venir. C'est très politique parce qu'en fait il y a une enquête qui est menée et l'enquête s'est avéré que la ville de Nice et la région a dit il s'est rien passé. Et finalement, il y a un journaliste qui est allé là-dedans et qui a un peu enquêté et ils se sont aperçus que par le biais des réseaux sociaux, il y a des gens qui dirigent un petit peu tout ça et ça peut même aller très loin. C'est des anciens dirigeants, etc. Donc il y a vraiment une grosse enquête qui est menée. Et donc eux, ils se sont attaqués à ça. Et ce que j'ai pu lire dans différents articles, hein, avec traduction évidemment, c'est que derrière tout ça, derrière cette descente, il y avait aussi des anciens dirigeants. Haineux et donc là c'est assez grave. Donc moi je mets le casque d'or parce que c'est vraiment très difficile, hein. Et quand on voit ce qui s'est passé, vous vous rappelez lorsque les groupes de supporters à Genève s'étaient affrontés entre le football et le hockey. Il y avait très peu de prise de position des dirigeants. C'est souvent enfin en plus c'est des clubs associés, donc c'était très compliqué. Puis on a un peu peur de se retrouver attaqué justement comme c'est arrivé à Florian Maurice et aux 2 joueurs niçois. Donc voilà, c'est une grosse prise de position et ça a fait effet boule de neige. Ça a été dans les médias. Il y a en Allemagne, on est en train de réfléchir à des textes de loi, etc. Donc c'est un petit club de DL2E a révolutionné un petit peu le monde du supporterisme et surtout des fanatiques. Et du coup, là, il y a vraiment des grosses réflexions. Et je pense que c'est un projet pilote, mais ça peut amener d'autres choses dans les autres pays, et notamment avec ce qui est arrivé cette semaine, parce que là, ça dépasse le sport, hein. Je vous ai dit le slogan que j'aime bien, moi, le hockey reste un sport. Et là, c'était intéressant. Et surtout, moi, ce qui m'a vraiment, pourquoi je leur mets le casque de plomb, c'est que cette initiative, elle est pas. Le casque d'or, pardon. Cette initiative, elle est réfléchie. C'est-à-dire, on n'a pas attendu la relégation d'un coup, on s'énerve sur un coup de sang. On a attendu tout l'été. Il y a une vraie réflexion. Et puis c'est un peu la honte pour certains parce qu'il y a les noms, etc. Donc dur, hein. Donc voilà, affaire à suivre. Merci pour ce casque d'or. Le vôtre, Christian Ponty. Alors le mien. Alors mon casque d'or, je vais vous donner une phrase que j'entends. Du coup, il met ses lunettes. Non, mais c'est parce que je vais être précis. Non, je vais vous donner une phrase, un modo, comme on dit. On verra si vous allez trouver de qui je parle. On dit de lui pour le meilleur et pour le pire. Vous. On dit de lui, je ne sais pas. Dans le milieu du hockey? On parle d'un hockeyeur. Pardon. Pour le meilleur ou pour le pire? Et pour le pire. Et pour le pire. C'est un film de 1997, ça je sais, mais. Non, mais vous allez rire quand je vais vous dire si c'est parce que vous n'avez pas trouvé. Je parle de Rodwin Dioniso. Ah, bah oui. Voilà. C'est ce que dit Laurent Perroton à peu près tous les jours. Ouais, mais écoutez, je vais quand même vous dire un truc parce que finalement, voilà, la situation du HCBN, elle est ce qu'elle est. Elle est compliquée. Je crois que tu parlais des Nordiques de Québec à l'époque. Il y avait aussi une série là-dessus pour le meilleur et pour le pire. Bon, après, c'est une phrase que tu peux appliquer à plein de choses, mais ce qu'il y a d'incroyable, c'est qu'elle est appliquée pour Robin Dionysios. Bon, alors, rappelons, c'est bien le casque d'or, hein. Casque d'or, voilà. Ouais. Mais je vais expliquer pourquoi. Moi, j'ai choisi le meilleur. Et j'explique pourquoi. Parce qu'évidemment, quand un club va pas bien, et d'ailleurs, je crois que c'est Antonin, le speaker du HCBN, qu'on a parlé l'autre jour. Il a dit il y a 2 parties. Il y a les gens qui râlent tout le temps. Il y a ceux qui sont positifs, qui disent ouais, mais en même temps, on a l'équipe la plus jeune, blablabla. Donc, moi, je veux juste vous dire un truc. Donc, Rodwin Dionysos, 21 ans, 1m89, 94 kilos, beau bébé. Il est actuellement 9e buteur du championnat. Devant lui, il y a Brandström, Frick, Anka, Sarijärvi, Stenička, Larsson, Kapla, Timonen. Derrière lui, il y a que les top players. lui,
derrière lui. Il y a Virtanen, Tim Heed, Mhm. Sami Nico, Fora, Lecoultre, Lettonen, Radgeb, Onka. Enfin, en gros, dessus, c'est que des étrangers. Le mec, Mhm. il a 21 ans, hein, il a 16 minutes de temps de jeu et il a 17 points. Donc moi, je pense qu'il faut arrêter. Ce gars, il a le droit à l'erreur, mais il est devant je sais pas combien d'étrangers. Il a juste 21 ans. Alors, il n'est pas parfait, mais je vous dis juste une chose. Un jour, Yossi, il arrive au bout, il va rester comme playmaker Gigi Moser avec l'Ipsus. Il y aura Siegenthaler qui en quelques années. Il y a Ludwig Johnson qui arrive. Mais moi, je vous dis que le blue liner de l'équipe suisse, s'il devient un peu plus défensif, ça va être lui. Et juste, il faut juste un peu ouvrir les yeux. Ce gars, combien il gagne à son âge avec les stats qu'il a? Juste, il est à +3, il est même pas en négatif. Ouais. Par Alors, exemple, parole à l'accusation, Laurent Perroton. non, mais moi je, non, mais Non, moi, non, 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 non. je suis d'accord avec ce qu'il dit. Moi, suis je dis pas qu'il a pas des mauvais côtés. Mais Non. vous vous rendez compte? Non, Vous c'est vous ça. rendez compte de ses statistiques à 21 ans? Le gars, il est à 17 points, il est 9e défenseur. Donc, Non, mais c'est surtout, moi, je dis que c'est incroyable. Et les gens C'est ne se rendent même pas compte de ça. c'est surtout qu'il a un joueur à risque comme Johnson, il faut qu'il règle ça parce c'est surtout dans les moments clés des matchs. Il y a des moments où tu peux jouer et des moments où il faut pas jouer avec le puck. Mais c'est pour ça là-dessus, que mais- général, les 10 dernières minutes, il joue Mais, plus. Ça, c'est vrai. mais n'empêche que moi aussi, je me suis penché sur les statistiques et il est +3. Ouais, On c'est ça. critique beaucoup son plus-minus, mais par exemple, Sari Harvey, il est -11. Timide, il est moins -15. Virtanen, enfin, je veux dire, Donc et on a Lindroth qui est -8. Donc on a quand même des gars. Laurent, Tim Heed, il est à -15. Il est à -15. En cas -8. Donc voilà. Moi, Non, mais je pense. Tim Heed, il était sélectionné avec la Finlande, sauf erreur. Oui. Il était au dernier. Oh, Juste oui, pour dire, il mais- est à -15. Ouais, mais c'est juste rajouter que je comprends des fois, il peut coûter des points, mais il va en rapporter beaucoup après. Et puis surtout, c'est clair que si on regarde l'avenir, c'est des joueurs qu'on doit développer. C'est des Oui. joueurs qu'on doit développer pour le club, mais aussi pour la nation. Et là, c'est clair que des Johnson, des joueurs comme ça, on n'en a pas. Mais il y a un tous truc les- que peu ont. Ils ont tout ce que tu viens de dire, c'est l'audace. Ouais. Et en l'audace, fait, mais au bout c'est d'un moment, mais évidemment que cette audace, elle peut être dangereuse. Mais Lee Johnson, c'est pareil. c'est surtout, Enfin. surtout par rapport à Johnson, il est beaucoup plus grand et beaucoup plus gros. Il est, ouais, il est Donc, massif. donc, du coup, dans notre ligue, s'il gagne un peu encore en vivacité et avec ses skills et qu'il arrive à comprendre le jeu, mais comprendre le jeu, c'est pas le jeu avec le puck, c'est les moments où tu peux jouer ou pas jouer. Ça, c'est aussi l'expérience. Et puis ça c'est inestimable, hein. On peut dire ce qu'on veut, mais c'est par les erreurs que tu apprends. Mais voilà. Et là, par exemple, contre Berne, l'équipe ne joue pas du tout bien. Puis là, cette erreur à la ligne bleue, et malheureusement pour lui, il y avait hors-jeu, hein, mais ils auraient dû siffler. Il y a la contre-attaque, puis il y a le goal d'Alain Graff. Bah ce goal-là, Ça les a tués. Ça les a tués. C'est un moment où là, il doit, en plus fin de présence, il doit mettre le puck dans le fond de la zone, venir changer. C'est là-dessus il doit où apprendre. il doit apprendre. Un peu comme Radgeb à son jeune âge. Hein, mais par contre, il a des très bonnes qualités. Et puis surtout, là où j'ai été très étonné depuis quelques matchs, c'est lorsqu'il est dans les espaces réduits et on a l'impression qu'il est nonchalant, mais il arrive à sortir et avec il pense très vite. Il pense très vite avec l'explosivité et de la puissance. Ouais. Donc voilà. Et Laurent, je te dis un truc, moi je l'ai vu jouer plusieurs fois. Tu sais ce qui m'a étonné, c'est que le gars, il a 21 ans et il fait du trash talk et il joue dur, il joue vraiment dur. Ah, on a vu 10 minutes de pénalité, pas 30, 40, 50. Ouais, non, il a 10 minutes. Il joue dur. Avec Marchand, il a pas eu peur. C'est ça. Donc, lui, dans le futur, contre les Tchèques, moi, je te dis qu'un gars de 93 kilos, avec son style de jeu, il va être important. Moi, j'ai une anecdote par rapport à ça. J'avais un joueur qu'on salue qui s'appelle Kewin Orellana, qui était à son âge l'un des seuls romans en équipe tout le temps dans le top 4 équipe suisse U18, U20. Après, il est arrivé à Berne. Il a commencé la préparation. Il était sur le premier bloc avec l'étranger. Après, il a une grave commotion. Bref. Mais en fait, lui, au début, il m'énervait tout le temps parce que dans les colonnes, il était tout le temps en train de jouer avec le puck, tout le temps. Dès qu'il y avait un petit moment, et au bout d'un moment, j'ai compris qu'il fallait le laisser. Et finalement, il avait des skills et des mains et c'est pareil, une facilité. Pour Giannis
style. Pareil. Et ça, faut l'accepter. Ce que fait RR avec Johnson, mais il l'a un peu moins accepté. Il l'a mis un peu en tribune. Il y a des fois où il faut accepter, puis des fois il faut un peu sanctionner pour dire attends. Je te donne, mais maintenant il y a ça qui va pas, il faut que tu améliores ça. Parce que il y a comment dire, dans l'évolution du joueur, il y a des timings. Et puis là, à un moment donné, il faut pas laisser complètement faire ce qu'il veut au détriment de l'équipe, parce que il ça doit apprendre la déséquilibre. discipline et Non, mais c'est ça. ça déséquilibre ta hiérarchie. Et puis j'ai vu, notamment sur le goal qu'ils prennent à Berne, j'ai vu la réaction de 2-3 joueurs quand ils sont rentrés au banc, ils le Ils sont regardaient. agacés. Ils sont agacés. Donc, faut faire gaffe à ça parce que c'est important aussi que ce jeune joueur soit bien dans l'effectif et bien intégré. Mais d'ailleurs, excuse, il a des points communs avec Piqué Souban quand il était à Montréal. Il était forcément incroyable, mais des fois, il faisait le show. Bref. Bon, on enchaîne avec le casque de plomb. On va commencer avec Laurent Perrotto. Ok, bah encore cette fois à la KHL. De nouveau, mais cette ligue. Bon, alors on écoute Christian Ponty. Non, mais, non, mais encore à la KHL, mais cette ligue prétend avoir une vocation internationale. Voici la problématique. Un fan russe des Shanghai Dragons, l'équipe chinoise, s'est vu interdire l'accès des tribunes du CSKA Saint-Pétersbourg. Le maillot officiel, donc de son équipe, de Shanghai, de cœur contient des idéogrammes chinois. Après 1 heure avec des officiers de sécurité, il a reçu l'autorisation d'accéder à la rencontre une fois qu'une traduction certifiée a été envoyée par le club de Shanghai. Comme si le club chinois avait inscrit des insultes ou des messages politiques sur le maillot, alors que ça fait 2 mois qu'il joue dans le championnat avec ce maillot officiel. Ce qui est vraiment énorme, c'est que certains se sont demandé, et donc ça c'est dans la presse, s'il n'était pas pour se venger du club chinois qui s'est installé cette saison à Saint-Pétersbourg. Donc en fait, il joue tout le temps là, et en essayant de lui voler son public. Vous savez ce qu'ils ont fait, le merchandising chinois? Ils ont proposé un échange gratuit de toute écharpe du SK Saint-Pétersbourg contre une écharpe des Dragons de Shanghai, et ça c'est vraiment pas passé en Russie. Donc du coup, si vous veniez avec une vieille écharpe, même toute trouée, vous pouvez avoir l'écharpe de Shanghai. Et du coup, il y a le fait qu'il y a un gars qui arrive à la patinoire avec le maillot de Shanghai, ça a vraiment énervé un peu les officiels. On a essayé de trouver une solution pour pas qu'il rentre, mais finalement, tout est rentré dans l'ordre. Mais ça montre aussi que on dit oui, on est ouvert au monde, on est une ligue internationale, etc. Et on voit quand même qu'il y a les vieilles histoires qui ressortent. Ouais. Donc voilà, pour finir, c'est une véritable salade asiatique agrémentée du crabe royal, du Kamchatka. Vous connaissez le Kamchatka? Bon, merci Laurent pour cette petite histoire. Christian. Ouais, alors moi j'ai lu quelque chose à propos de monsieur Urs Kessler. Bernois Bontin qui je sens que je vais aimer. Alors, je vais développer. Urs Kessler, c'est le nouveau boss de la National League. Et, de la fédération même. Fédération, ouais. National League, c'est la première déclaration qu'il a faite, donc, je cite, lui, son vœu, c'est que la National League passe de 14 à 10 équipes avec un système de promotion-relégation. Alors, on en a parlé hier dans le journal du hockey. Alors, on attend votre point de vue. Alors, bon, déjà, petit rappel, ils ont fait ça avec le foot à 10 équipes. On s'est ennuyé royalement parce que c'est tout le temps les mêmes matchs. Alors, imaginez faire 50 matchs avec 10 équipes au lieu de 14. Déjà qu'il y a 6 fois les mêmes matchs, donc il y aurait 8 fois les mêmes matchs. Ça, oublie. Je suis contre. Ensuite, il dit quand même, mais il est pas fou, il dit, ouais, je suis conscient que les clubs, ils vont pas être pour. Bon, alors, moi, alors après, voilà. Alors justement, mais moi, ce que je trouve incroyable, c'est que finalement, ça fait des années qu'on travaille. On a quand même un produit à 14 équipes qui est incroyable. On a un niveau qui est bien. C'est quand même serré. Donc, qu'est-ce que tu veux foutre 10 équipes au lieu de 14? Ensuite. Alors moi, parce que c'est bien joli de critiquer, j'ai dit, ok, mais qu'est-ce que moi je propose? Moi, je proposerais une solution, une promotion-relégation, avec une finale du premier de suicide contre le dernier de National League, avec l'avantage de la glace pour la Swiss League, ça me paraît juste. Et puis ensuite, moi, je proposerais 3 étrangers pour les 2 équipes, parce que ça permettrait à l'équipe de Suisse de trouver qu'un étranger et pas 2 ou 4 et machin. Et puis ça permettrait aussi, ça obligerait plutôt l'équipe de National League à avoir 3 étrangers. Pour moi, ça équilibrerait un peu. Et en cas de promotion, l'équipe qui monte, qui vient d'en bas, l'année d'après, ils ont droit à un étranger de plus. Mais par contre, moi, je remettrais la National League à 5 étrangers, pas plus qu'un bloc. Ça suffit. Et parce qu'il faut pas oublier une chose, c'est qu'on n'arrête pas de dire que oui, mais il n'y a pas assez de joueurs. Mais il y a combien de gars depuis 5-10 ans qui partent
pas 10 ans, mais 5 ans, qui partent à l'étranger, ils vont revenir tôt ou tard. Donc, moi, je pense que le réservoir de joueurs qui viennent de l'extérieur, suisse, il va de nouveau augmenter. Et en plus, ce que je trouve juste, parce que dire, tu passes à 10 équipes, ça veut dire quoi? Alors, en ce moment, là, Berne, ils sont plus National League, bien, tout de suite. C'est juste pas possible. Comment on peut dire un truc pareil? Moi, ça me choque, parce que ça veut aussi dire que, juste pour info, actuellement, un joueur à peu près presque 2 fois le budget du premier de Swiss League. Ça veut dire que il y a quand même du travail là derrière. Aller chercher le double du budget. Mais on peut pas tout mettre à la poubelle, le bébé avec l'eau du bain, quoi. Et donc, moi, ça me choque que le nouveau président. Moi, où je m'interroge, c'est justement comment se fait-il que le président ose tenir de tels propos. Alors, je sais que Laurent va intervenir, bien sûr, mais comment est-il possible qu'on tienne de tels propos? Soit c'est une méconnaissance totale, voilà, soit c'est une méconnaissance totale du problème, et voilà, il n'a rien à faire là, ou une méconnaissance du produit, ou alors il a envie d'imposer des choses qui ne peuvent de toute façon pas passer, puisque ce sont, comme va le préciser Laurent, les clubs qui décident. Non, mais c'est surtout les clubs qui décident. Mais par exemple, on a parlé de ça hier. Vous avez mis un article hier intéressant sur Nilsson qui cartonne en Allsvenskan deuxième division. Mmh. Et en fait, c'est ça le modèle. C'est-à-dire que pour moi, lorsque soit dans le développement on fait monter des joueurs, comme on voit Ignatavicius par exemple, qui performe à Genève. Soit on va chercher des joueurs dans une deuxième division qui cartonnent et le gars il est dominant et avant de parler de promotion-relégation, regardons le système pyramidal et trouvons des solutions pour qu'on alimente ce produit qui marche très bien. En dessous, les produits en dessous ne marchent pas. Donc il faut trouver des solutions pour que ça soit attractif pour le grand public, pour les médias et pour la formation, pour alimenter l'équipe phare, enfin la première division, le produit phare et l'équipe nationale. Donc, je le redis, on a des exemples pas loin de chez nous avec on peut pas se comparer aux États-Unis en termes de population, etc. Mais les produits, les pays scandinaves, on a quand même des similitudes. Donc moi, je redis, à mon avis, c'est là-dessus où il faut se pencher pour essayer de trouver une solution. Et au lieu de chercher des solutions, la solution, elle doit être trouvée en dessous pour que tout marche bien. Et si d'un coup il y a une ligue fermée, c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'il faut qu'il y ait des partenariats entre les clubs et qu'il y ait une vraie volonté. Et aujourd'hui, je vous ai déjà parlé de ça, mais le profilage des entraîneurs. Aujourd'hui, dans certains clubs formateurs en Finlande, l'entraîneur des U14 qui a eu des très bons résultats, on le laisse là et il gagne plus que l'entraîneur des U20. Parce que c'est un élément indispensable dans cette tranche d'âge pour arriver un maillon très important pour arriver au plus haut niveau. Et c'est là-dessus on doit travailler. Pas dans d'autres circonstances. Et là, c'est de l'excès de zèle. J'impose mon pouvoir. Je suis nouveau. Je raconte n'importe quoi. Et puis voilà. Et qui c'est qui l'a élu? Non, mais c'est surtout qui c'est qui l'a écouté, puisque c'est les clubs qui décident. Donc voilà, et c'est une particularité. Hein. Ça, c'est pas de partout dans tous les pays européens. C'est les clubs qui décident le règlement. Donc du coup, il y a même pas de discussion. Tu vois, par exemple, Philippe, Lolo et Philippe. Juste pour dire, on regarde, on n'arrête pas de dire qu'on doit absolument éviter l'exode de nos jeunes parce qu'effectivement, ils partent ou en Suède ou mais il y en a qui arrivent à les garder. Et c'est qui? C'est Zurich. Tu prends un Ustinkoff. Pourquoi il n'est pas parti en Suède? Pourquoi il n'est pas parti? Peut-être parce que il se donne un vrai contrat où il gagne sa vie. Ouais, mais il est peut-être en train de regretter un peu parce qu'on peut pas dire qu'il s'impose vraiment actuellement quand même. Hein. Ouais, mais vous savez, regarde la défense de Zurich. Regarde l'âge qu'ils ont. Ça vient. Weber, il va finir. Il va être là. Ce gars-là, il fait des hauts et des bas, mais s'il n'est pas parti, c'est qu'il a des raisons. Et je pense qu'une des raisons, c'est qu'on l'a valorisé aussi par un contrat avec de l'argent. Et ça aussi, c'est une manière de retenir les jeunes, hein, parce que là, je veux dire, Neuenschwander, ça va être compliqué. Dans une année, il a son année de draft. Est-ce qu'il va rester à Bienne? 11 joueurs du cadre élargi de Yann Cadieux sont pas dans le championnat. Donc c'est quand même et dans les joueurs qui sont dans le championnat, il y en a très peu qui jouent en junior elite. Donc imaginez le niveau du championnat junior elite. Donc donc du coup, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un vrai problème en dessous. Et c'est là où je comprends pas pour qu'on se réunisse pas et qu'on essaie de trouver un consensus et surtout qu'on a le voir ce qui se passe ailleurs.
Pourquoi ça marche ailleurs? Si ça marche ailleurs avec la même population en Mais termes de vous avez vu nombre. que c'est le championnat de Finlande qui voudrait s'inspirer de ce qui se passe en Suisse. Oui, mais sur l'élite. Sur l'élite, je suis d'accord. Sur l'élite, Ouais. mais en dessous, il travaille très très bien. Et voilà. Et Pas dans la formation. pourquoi pas, Philippe parlait de 3 divisions. Moi, je suis plutôt pour 2, avec aussi. des pôles géographiques. Mais s'il y a 3, tu Bon, le dois. problème, je m'excuse, je vous interromps, mais les poules géographiques, ça avait été aussi essayé à l'époque Oui. en football. Le, Oui. le groupe roman, enfin le groupe S, groupe Ouest, ça n'avait pas marché. Non, Ça mais avait pas- peut-être, donc, peut-être, alors si je pars sur votre principe avec 3 divisions, obliger les clubs à avoir un partenaire dans chaque division. Et ouais, c'est ça. Que et ça se fasse en ligne droite. Moi, je disais et- 12-12-12. Voilà. une verticalité Ouais. Ouais, une mais 12 obligation équipes de première ligue, c'est pas vivable parce que de- c'était de- des de immenses Mario- trajets. de Mayo De Mayo League. Ouais, mais- mais ça te fait des trajets mais- énormes. Bah, ils en font déjà. ils en font déjà, mais c'est surtout plus quand je disais géographique, c'est par exemple un peu Tessin, Grison, et puis après Suisse allemande, et puis Romandie. Parce que combien il y a d'équipes romandes en Mayo League? Ben, il y en a qu'une. Et il y en a une, et elle est où? Ouais, Ouais, elle est France. deuxième. Elle est deuxième. Quand même. Non Oui, mais la non, France. elle est où? Ah oui, elle est où? Ah oui, Géographiquement. ouais, Donc, géographiquement, donc- c'est pas terrible. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que ça, on doit imposer la géographie et le nombre de joueurs de moins de 23 ans qui doivent jouer Non, mais dans même ces deux financièrement, ligues-là. Laurent. Ouais, mais à un nous, moment on allait donné, jouer soit avec on veut une Morges. organisation professionnelle ou pas. Et là, les kilomètres ou Oui, l'endroit, ça doit pas peser. Oui, mais- Philippe, nous, à Morges, on allait jouer à quoi? On rentrait à 4 heures du matin. Bah oui, bah mais voilà. t'as pas les ronds, ça coûte cher, en fait. Mais Je veux dire, ça, c'est aussi dans les budgets immenses des clubs de Ligue nationale, peut-être une répartition pour faire partie, et Bah, ils commençons vont- déjà à ils- faire jouer les ligues inférieures, oui, plutôt le week-end que Ouais. qu'en semaine. Ça serait déjà Oui. une première chose. Non, mais et Philippe, pour finir, cet investissement-là se retrouvera plus tard. C'est comme l'investissement où on râle sur les lignes bleues, etc. Tu t'y Ouais, retrouveras je suis plus d'accord. tard parce que le jour où tu vas te faire éliminer au 7e match d'écart parce que pour une erreur d'arbitrage, l'argent pas investi, tu vas le perdre. Ouais. Messieurs, Ouais. dans le milieu du hockey sur glace, après 40 minutes de jeu, on dit qu'on a déjà passé le cap du deuxième tiers. Bah, il nous reste un tiers pour cette émission. Donc, on va parler un peu d'actualité maintenant et puis de ces clubs de National League romans qui sont en lice aujourd'hui. Aujourd'hui, il y en a que 3. Hein. Et on va commencer avec Ajoie contre Fribourg. C'est le match de la soirée. Et tout le monde se pose la question aujourd'hui avec ce vent dans le dos qui souffle un petit peu dans le Jura. Est-ce que Ajoie peut battre Fribourg-Gotteron? Ben, il y a, comme on le disait sur le site Planète Hockey aujourd'hui, non si on se base sur le côté qualitatif, oui si on se base sur l'état d'esprit. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ouais, bah c'est surtout qu'en plus, Fribourg, ça a un petit côté fantasque. Ça peut jouer très bien, très discipliné. Et puis tout d'un coup, bah, contre Rapperswil, ils font du hurrah hockey. Donc, et en Ils plus, sont pas présentés. Ils sont pas ouais, présentés. c'est ça. Mais en fait, c'est incroyable. Je veux dire, tout d'un coup, Rappi, ils ont une voie royale parce que je sais pas ce qui s'est passé. Enfin, alors que de l'autre côté, ben, il y a une certaine euphorie parce qu'à Ajoie, l'air de rien, sur les 10 derniers matchs, c'est quand même 6 fois où ils font des points. Hein. Et puis, ils ont un Keller en feu et ils ont enfin des étrangers, Turkulainen, tout ça, qui sont de nouveau là. Et effectivement, ça change la donne parce que tout d'un coup, les matchs que tu perdais de peu, ben, avec un goal de plus, et des fois, regardez les statistiques de shoot, des fois, c'est simple au double, mais c'est juste que quand il faut la mettre au bon moment, ben, ces gars-là, je parle de Turkulainen, des deux Finlandais, ben, souvent, ils font la Nattinen. différence. Nattinen, exactement. Et puis, ben, franchement, Keller, c'est au-delà de toute espérance parce qu'à part le match à Davos où il s'est troué, mais bon, toute l'équipe s'est trouée, autrement, il tient vraiment la baraque quasiment à lui tout seul. Ils jouent beaucoup. Ouais, et puis c'est les matchs où ils ont gagné, où ils gagnent avec un goal d'écart. Donc, Mm. pour l'instant, ben, encore une fois, il faut dire ce qui est avec les moyens du bord. Vauclair, il a fait du bon job hein, sur ce coup-là. Bah Laurent. c'est surtout que depuis quelques temps, quand tout le monde est revenu en santé, ils se sont fait beaucoup détruire publiquement sur les résultats, mais on revient à la profondeur et à la qualité. Hein. Et là, Nattinen et Turkulainen, Belmar, vous avez vu son podcast, hein, il explique que cette année, il va se remettre en question parce qu'il est absolument pas content de ses performances. Et je pense que c'est quelqu'un de revanchard. Et puis il y a les JO qui approchent, c'est l'échéance de sa saison, donc on va le revoir à son niveau. Puis l'arrivée de Keller, ça a beaucoup interrogé, mais finalement, on voit que c'est le numéro 1 et qu'il a vraiment beaucoup de qualité. On l'avait vu au championnat du monde. Malheureusement pour lui, il avait perdu son spot ouvert à Langnau. Et finalement, il retrouve un club en National League et là, il est en train de montrer dans la plus petite équipe
équipe, le plus petit budget de la ligue, quelque chose. Donc voilà, maintenant, l'inquiétude pour Ajoie ce soir, c'est que Fribourg, après le non-match, une grande équipe, ça perd pas deux fois. Donc après le non-match à la maison contre Rapperswil, et à la maison, c'est rare qu'ils jouent de cette manière-là. Je pense que ça a dû faire pas mal de vidéos secouées. Donc du coup, avec on a vu l'interview du Yecker, il y a beaucoup de profondeur et beaucoup de concurrence. Donc ça amène un adversaire ce soir qui va se présenter à Ajoie. Donc voilà, il faudra faire un grand match du côté d'Ajoie, mais intéressant, c'est toujours difficile. Le match, il est diffusé sur les télévisions gratuites et notamment les Bleus. Donc ça aussi pour les téléspectateurs, c'est important de le savoir. Et puis il y a de plus en plus de matchs en live sur les télévisions gratuites, donc ça c'est bien pour ceux qui n'ont pas les moyens d'avoir un abonnement payant. Voilà, donc rajouter que pour moi, pour l'instant, Walmart fait vraiment défaut quand même dans plein de situations, notamment sur les situations spéciales. Il est quand même tellement subtil que voilà. Et puis Sorensen sans Walmart, c'est pas le même. Donc c'est clair on a trouvé un équilibre avec des joueurs suisses du côté de Fribourg qui performent. Mais maintenant, ça c'est vraiment un problème qui va se régler bientôt parce qu'il va revenir au jeu à un moment donné. Mais pour l'instant, c'est une grosse absence. Mais disons, le truc de Fribourg, c'est que c'est pas nouveau, ils sont en cours alternatif comme plein d'équipes, mais c'est aussi parce que ce genre d'équipe, ils ont des bons joueurs dans les 4 blocs. Et quelque part, il y a aussi une concurrence, et puis il y a aussi le fait de faire jouer tes 4 lignes ou ton équipe, disons, tous sur parce que c'est souvent une ligne qui joue bien, l'autre qui joue pas bien, etc. Et en fait, c'est vraiment ça. Et en fait, c'est un casse-tête chinois parce que on parlait, par exemple, de Ludwig Johnson qui joue moins, par exemple, maintenant. Mais typiquement, un Ludwig Johnson, s'il était à Bienne, il aurait aussi des 16-17 minutes de temps de jeu. Vous avez vu la défense de Fribourg, c'est aussi lié à la profondeur. Donc, ça veut dire aussi que tu dois essayer de donner à bouffer à tout le monde pour que ton équipe reste, je parle psychologiquement, bien, et puis que tout le monde ait son temps de jeu, puis que tout le monde soit content parce que le vivre ensemble, etc., on va refaire l'histoire, mais plus tu as un effectif qui est fourni avec des joueurs bons à tous les postes, avec une grosse profondeur, eh ben, en réalité, ça peut aussi devenir un problème. Par contre, quand les matchs vont devenir plus intenses, quand il y a Spengler qui vont arriver, quand les playoffs vont être là, ça sera clairement un atout. Et ça, quelque part, ça fait partie de cette mise en place du grand puzzle. Et puis, ce qu'il faut dire, c'est qu'encore une fois, et un peu comme Lausanne et autres, ces équipes-là, ils sont quand même dans le haut du tableau malgré le fait qu'ils ne tournent pas à plein régime. Ouais. Juste, on a aussi parlé de la prolongation de Kapla. Il est arrivé sur la pointe des pieds, tranquille. Sur la pointe des pieds, et puis il est en train de fournir. Il prend de l'importance. Ensuite, Biasca qui a eu sa sélection, mais qui met vraiment des goals, des winning goals, des goals très importants dans les rencontres. Donc ça, c'est une bonne chose. Donc voilà, on a quand même des joueurs qui sont arrivés cette saison et puis qui performent. Donc ça a amélioré un peu l'ensemble de l'effectif. Et Biasca, c'est un bon exemple. C'est un gars qui était aligné sur les 3-4e blocs et il est considéré différemment depuis qu'il est à Fribourg. Et c'est exactement le même cas de figure avec Johnny Knebuller du côté de Bienne. Quand il est parti d'Ambry, il pouvait jouer sur le 1er et le 4e bloc. Là, tout d'un coup, il est établi sur ce 3e bloc, mais il est très important. Il a le A. Et moi, je pense que Biasca, c'est un gars qui prend confiance gentiment. Ouais. Pour conclure peut-être concernant Fribourg, je suis allé regarder un petit peu les résultats de la saison passée et ce mois de décembre, la période novembre-décembre à Fribourg, c'est jamais très bon. La saison passée, Fribourg sur 10 matchs n'en avait gagné que 4. Donc ça veut dire que c'est une période qui ne convient pas trop en général à la formation. Bon, mais l'année passée, c'était juste avant de changer les coachs. Hein. Ouais, voilà. C'est ça. Voilà. Juste avant la Spengler. Et juste avant la Spengler, effectivement. Voilà. Mais enfin voilà, c'est pour vous petite comparaison quand même où on voit que Fribourg n'est pas très à l'aise en fin d'année. Vous avez évoqué le non-match justement de Gotteron face à Rapperswil. Rapperswil qui est justement l'adversaire de Bienne aujourd'hui. Ouais, Bienne qui a un nouvel étranger déjà. On va voir ce que ça donne. Et surtout, c'est un gars qui est censé amener du poids et de la force physique sur les devants. Et puis peut-être que aussi ça peut amener une nouvelle dynamique. En tout cas, c'est ce que je souhaite à Bienne. Moi, ce que j'ai trouvé dur à voir, c'était on a toujours dit que Gaëtan Haas, il est toujours très honnête dans ses interviews, mais il était un peu dépité après le match de Berne. Parce que le problème, c'est que Berne, on dit qu'ils sont au fond du bac, mais franchement, contre Berne, ils n'ont pas existé. Parce que tactiquement, ils se sont fait manger. Et puis, pas seulement tactiquement, dans les duels. Physiquement. Voilà, c'est ça. Et comme vous avez vu, alors là, par contre, on a vu du Ehlers pur, hein, la zone neutre, comme elle a été vraiment verrouillée. Et après, ils ont été très naïfs. Et c'est ça qui m'inquiète plus. Bon, après,
en général, bien à la maison joue mieux qu'à l'extérieur. Mais franchement, trois victoires consécutives. Après, avec 4, 5 défaites, ça fait mal. Et puis, c'est pas ce qu'ils ont besoin maintenant. Eux, il faudrait qu'ils fassent des points un match sur 3, en tout cas. Et c'est Ouais. pas le cas. Et puis, Ouais. moralement, c'est très dur. Laurent. C'est 3 en 10, hein. 3 en 10, donc Ouais, c'est très ça. compliqué. Non, c'est pas assez. 3 en 10 et Rapi est en train de retrouver son niveau. Ils ont eu un creux, hein, comme chaque équipe, hein. Vous avez parlé de Fribourg selon les mois. Et Rapi, il y a Maillet qui commence à trouver ses marques. Attention, parce que Rapi, on dit tous, oui, bon, voilà, ils font un bon début de saison, mais mais on arrive C'est plus qu'un bon début de saison. on arrive à la 30e ronde, ils sont 4e. Ouais, Donc c'est pas un bon début de saison, c'est un une très bonne bon, saison. c'est une très bonne saison pour l'instant. C'est ça. Et franchement, ils jouent très très bien. Et ils ont perdu quelques matchs où c'est vraiment des erreurs individuelles parce que dans le contenu, notamment au niveau des statistiques, ils étaient devant. Et là, ils commencent à reconclure. Stromwall revient à son niveau. Attention. Donc voilà, ça va être très compliqué. C'est très difficile de jouer à Rapperswil. On parle des ambiances, mais à chaque fois, moi je suis allé une fois, hein, mais à Non, chaque Rappi, fois, c'est incroyable, vraiment. les gens ils sont très positifs. Hein, c'est pas ils sont pas à siffler leur équipe, mais par contre ça fait un bruit et je trouve qu'il y a vraiment toujours une belle ambiance dans cette patinoire. C'est une Donc chouette patinoire, ouais. très 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 difficile à jouer. Donc voilà un gros test et puis surtout ça commence à beaucoup grincer. Ouais. Je vous donne des exemples frappants, mais j'étais sur le plateau lors de Berne-Bienne et j'ai reçu des messages de gens importants dans le sens où à Bienne qui étaient des gens qui travaillent dans les médias et puis qui disaient que j'étais beaucoup trop gentil, que j'étais beaucoup trop positif et je me suis dit, ah ouais, donc là des gens assez calmes commencent vraiment à être agacés. Ouais, ils perdent patience. C'est que là, et on s'agace sur l'aspect tactique des choses, le jeu défensif. On a l'impression qu'il y a beaucoup de liberté, mais que c'est pas très structuré. Et voilà, ça commence vraiment à agacer les gens. Ouais, mais d'ailleurs, en fait, moi, j'ai regardé les statistiques, c'est incroyable. Vous savez, le gars qui a le plus de temps de jeu à Bienne, c'est Ulström, et c'est Ah. probablement celui qui fait le plus de fautes. Donc, Ouais. il a 21 minutes de temps de jeu, et le gars, honnêtement, et c'est censé être ton cap-là de Bienne. Et en Non, fait, t'oublies, il y t'oublies. est pas du tout. Il y est Ouais. pas du tout. Donc, le seul qui tourne, c'est Offert. Objectivement, c'est le seul qui tourne vraiment. Alors, Puis Bienne Gaëtan, qui s'en va à Rapperswil aujourd'hui, mais Bienne qui est également le futur adversaire de Lausanne demain. Alors, quelques mots sur Lausanne. Il nous reste à peine un quart d'heure d'émission, donc on va accélérer un peu le mouvement. Bienne-Lausanne demain. 2 mots sur Lausanne. Laurent? Ouais, en fait, c'est leur calendrier qui est quand même vraiment bizarre, quoi. Ils ont très peu de matchs après énormément de matchs, donc c'est assez hallucinant. Mais le Lausanne du moment avec le caractère et puis le fait ils ont pas de back-to-back qui soit reposé. Lorsque t'es l'adversaire, t'es en difficulté déjà au départ parce que avec leur jeu de vitesse, de transition, de qualité technique, ils te mettent en danger, surtout s'ils ont les jambes. Donc voilà, ils ont réglé un peu ce problème pour l'instant de caractère où ils étaient mal embarqués dans les matchs et puis ils arrivent à l'emporter. Ils ont eu cette période où ça ne marchait pas du tout. Donc voilà, ils restent vraiment favoris. Après, c'est à Bienne. Faudra voir le résultat de ce soir. Ça peut vite être la crise là. Donc du coup, c'est toujours difficile de jouer à Bienne quand ça va pas très bien. Ils ont toujours à un moment donné où ils ont un déclic, ils ont des séries et voilà, il faudra être vigilant et Lausanne n'est pas une équipe qui réussit souvent à Bienne. Donc Ouais. à la maison ça va, mais comme la plupart des équipes National League contre Bienne, mais à l'extérieur à Bienne c'est plus compliqué. Ouais, justement, Ouais. Christian Ponty, heureusement que Bienne joue à la maison, parce que l'extérieur, pour le moment, c'est le Ouais. long tunnel noir. Ouais, bon, après, j'ai envie de dire, pour Bienne, heureusement qu'ils jouent à la maison, mais autrement, faut pas oublier que Lausanne, la dernière fois qu'ils sont allés jouer à Bienne, ils ont pris une sève, genre 6-0, enfin, un gros score, je me rappelle. Donc, je pense que Lausanne, ils ont pas envie que ça se repasse parce qu'ils avaient un peu loupé leur début de match et ils étaient un peu dans un trou. Moi, je trouve que Lausanne, depuis un certain temps, ils sont sur une très bonne série. Alors, il y a Branson qui est dans les étoiles, qui est tout là-haut, mais enfin, d'ailleurs, je me rappelle d'un truc, on avait vu le premier match à la Vallée de Joe avec Laurent, je me rappelle, j'ai dit un truc, j'ai dit, lui, ça va être le Harlem Globetrotters, quoi. Et en fait, il confirme. Parce que c'est facile des fois dans les matchs amicaux, mais lui, vraiment, il livre la marchandise. Alors oui, effectivement, est-ce qu'il a assez à place et tout. Moi, ce que je dis simplement, c'est que c'est un gars qui a son prime actuellement avec Lausanne, et qui devrait
potentiellement jouer en NHL. Après, ça, c'est une autre histoire. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je dis que pour moi, actuellement, c'est le meilleur transfert de Suisse. C'est Brännström parce que tu achètes un gars de NHL qui fournit des prestations de NHL d'un gars de 27 ans. Donc ça, c'est vraiment très rare et c'est un gros coup, faut le dire. Après, moi, je trouve que un petit peu comme Bien l'a vécu à un certain moment donné, je trouve que euh, depuis le retour de Rochette, il a beaucoup régulé le jeu de Lausanne, un petit peu comme As à Bienne quand il est revenu au jeu. Et je trouve que, parce que souvent, quand ça a été un peu plus compliqué, ils s'en sont sortis avec leurs individualités. Après, j'ai aussi un Damien Riad qui tient la route, je trouve, qui est là dans les bons moments. Donc moi, j'ai envie de dire, les feux, ils sont ouverts du côté de Lausanne. Il y a une espèce d'euphorie, parce que si on regarde, par exemple, le match de Langnau où il gagne 6-4, bah, c'est grâce à la individualité de Brännström qui s'en sortent, mais n'empêche que justement, ils ont cette profondeur et ils savent l'utiliser. Et je pense aussi que moi, j'ai bien aimé les dernières sorties de Ward au niveau du coaching, qui a su secouer le cocotier au bon moment. Donc, tout ça pour dire qu'entre les gardiens qui sont plutôt performants, tes bons joueurs qui sont tes meilleurs, comme dit souvent le papa Rochette, c'est vrai, quand tes meilleurs sont les meilleurs, c'est plus facile. Hein. Et puis, ben, j'ai envie de dire que là, ils sont dans une bonne série. Après, encore une fois, on n'est pas du jeu de play-off. Donc, je pense que Lausanne, ils sont sur la bonne voie. Et puis surtout, avec un seul match cette semaine, ils doivent gagner. Ils doivent gagner. Il y a pas de... Ils ont 5 matchs en 14 jours et après, ils ont 4 matchs en 5 jours. Ouais, donc, et puis avec, ils jouent les cadors là. Ouais. Donc là, après ça, on va se dire, bon, ok, c'est top 2 ou on reste dans le top 6 ou on descend. Donc c'est là, à mon avis, c'est un gros tournant de la saison là. Mais vous avez raison, Christian Ponty. Lausanne qui voudra essayer d'effacer l'affront du 28 octobre dernier. Lausanne s'était incliné 6-1 Exactement, du côté de la Tissot Arena. C'était le match studio. Ouais. Ouais. Alors, il nous reste un club. Alors celui-là, il a raté sa semaine pour le moment, c'est Genève Servette. 2 matchs, 0 points. Genève qui demain reçoit Ajoie. Laurent. Ouais, mais en fait, ils devraient changer leur préparation d'avant-match à l'extérieur. Ils ont du mal surtout quand ils vont au Tessin. Ils ont du mal à descendre du bus, mais là, on peut pas dire descendre du bus parce ils sont pas rentrés. Donc du coup, voilà, c'est très compliqué. Hein. À Ambry, c'est une équipe d'émotion. Bâtie sur l'intensité, la solidarité et les émotions. Et si tu commences mal ton match là-bas avec la Gotardo Arena, bah tu prends l'eau. Donc c'est vraiment dommage de après tout ce qu'ils avaient entrepris de se retrouver comme ça. Mais c'est vraiment une très mauvaise semaine. Hier soir. Ouais, tu regardes le match, tu te dis ouais, mais voilà, ça va jamais marcher là parce que tu peux pas partir à 3-0 comme ça en entame de match quoi. Donc ouais, le match de contre Ajoie, il est capital. Tu peux pas, si tu veux rester dans le top 6, faire une semaine, comme on a dit, hein, les équipes sont très proches, tu peux pas faire une semaine à 0 points quoi. Donc ça c'est une évidence. Voilà, donc quoi rajouter moi, je pense que c'est vraiment mental. Et puis, ce qui est fou, c'est contrairement à Lausanne, Fribourg et Genève n'arrivent pas à passer devant parce que ils ont trop de moments d'inconstance. Ouais. Lausanne est plus constant. Donc c'est là que ça se joue. Ils ont eu une grosse période Lausanne en début de saison. Après, ils ont eu une période difficile, mais ils ont quand même réussi à faire des points. Puis là, ils restent relativement constants. Donc ouais, c'est un peu compliqué. Hier, juste pour vous parler de ça, on a parlé des gardiens. Hier, c'était pas bon. Ça n'a pas été bon. Et c'est là que je me pose des questions. Je me dis, Charlin, la semaine dernière, il a gagné des matchs vraiment avec des arrêts très très importants. Là hier, il est dans une soirée moyenne et finalement à Davos, Maillard passe complètement à côté. Est-ce que la performance des gardiens du jour est vraiment significative par rapport au niveau de jeu? C'est ce que je veux dire par là, c'est que moi la question c'est est-ce que si Charlin est du niveau de Langnau avec une équipe qui défend beaucoup moins permettre de faire des points et masque l'absence de système défensif cohérent,
ou est-ce que c'est selon les jours et c'est la non-performance des gardiens qui amène ces résultats? Ça, c'est ma vraie question. Et hier, bah voilà, si on regarde les stats avancées, la première période, ils prennent complètement l'eau, mais vraiment complètement. C'est juste hallucinant, quoi. Donc, et si on regarde les stats, c'est 70-30, donc la victoire est logique pour Ambry, et c'est la deuxième fois. Hein. Vous vous rappelez, je crois que c'était 4-0. Le premier match, en quelques minutes, c'est pareil à Ambry, c'est la deuxième fois qu'ils prennent une sauce là-bas et avec une entame de match catastrophique. Ils ont changé leur méthode, c'est-à-dire qu'ils sont allés dormir là-bas, enfin dans la région. Ils ont voulu s'éviter les heures de sommeil. Ouais, voilà, exactement. Mais finalement, voilà, le résultat est le même. Quelque chose à préciser, Christian, parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps pour vos rondelles, donc allez-y. Oui. Non, juste rajouter qu'effectivement, c'est vraiment une mauvaise semaine sur la route, mais moi, je trouve qu'en plus, Ambry, il faut quand même dire qu'il joue quand même mieux, hein. Et puis l'autre chose, c'est que Genève, ils sont rentrés dans le jeu d'Ambry, dans le jeu haché physique, c'est exactement ce qu'ils devaient pas faire. Et en fait, je trouve que sur ce coup-là, le coaching du côté d'Ambry était plutôt bon. 610, hein. 610, hein, les gars. C'est ça. Ambry. Non, c'est pas mal. Non, c'est très bien. Et puis, ce que je veux dire aussi, c'est que de nouveau, si on regardez les statistiques, Genève, il y a que les étrangers qui marquent. Je veux dire, au bout d'un moment, il y a Lecoutre qui sort du lot et c'est tout. Donc, c'est pas assez. Si on compare, par exemple, à Lausanne ou à Fribourg, c'est pas assez. Donc, comme ça, ils vont pas s'en sortir. Je dis pas qu'ils vont pas faire les playoffs, mais en tout cas, ils ont pas cette régularité due au fait que les joueurs suisses, ils ont pas. Top 3, ouais. Et c'est 78% d'arrêt Maillère à Davos et 83 hier Charlin. Ça, c'est aussi, voilà, on revient à la question. Est-ce que c'est la performance des gardiens ou est-ce que c'est la performance d'équipe qui fait la différence, victoire ou défaite? C'est ça. Comment Charlin pouvait être autant dominant avant du côté de Langnau et puis d'un coup. Mais il a été très dominant la semaine dernière, par exemple sur les victoires importantes contre les grosses équipes. Donc voilà, moi c'est ma question et j'essaye de comprendre leur façon de jouer en fait. C'est ça. Messieurs, c'est l'heure des rondelles. C'est à vous, Christian Ponty, l'actualité de la NHL. Alors. Moi, c'est pas forcément de la NHL que j'ai envie de vous parler. Non, c'est aussi de la NHL, bien sûr. Non, je voulais vous dire que vous savez que maintenant, il y a les JO qui arrivent et puis les sélections vont être annoncées dans le courant du mois de décembre. Et j'ai quand même vu un truc qui m'a quand même mis la puce à l'oreille. Il y a un gars qui s'est amusé à faire une simulation, comme toutes les autres équipes, pour le Team Russia. Donc, juste pour vous donner une idée, premier bloc, Kaprizov, Malkin, Kucherov, Panarin, Bounechik, Marchenkov, Ovechkin, le troisième bloc, Barbachev, Dikuchev, Demidov sur le quatrième bloc, Nemchinov et Sechinov. Et après, derrière, on défonce Sergachev, Popov, Gavrilov, Zubov, Nishikin, Orlov, Zodorov. Mais sur Attends, juste Christian, tu sais pourquoi ils gagneraient pas? Il y a trop de off. Tu te rappelles de ce qu'avait dit Adel Rami avec il y a trop de off. Oui, d'ailleurs. Ah, je l'ai lancé là. Mince. Le courrier va arriver. Non, mais je voulais juste finir avec les gardiens. C'est les 3 meilleurs gardiens de NHL. Ouais. c'est Chester King de New York Islanders, Vasilevski, pardon, et Sokorov qui est la révélation des New York Islanders qui sont en ce moment, c'est le problème des Canadiens, ils ont des trous de gardiens. Donc c'est juste pour dire que pour rajouter une chose, c'est qu'ils ont décidé que par exemple le patinage artistique et certaines disciplines, ils vont autoriser les Russes de jouer sous bannière neutre. Je suis désolé, je trouve que c'est dégueulasse. Ouais. Ok, je savais pas. Je trouve que c'est dégueulasse. Je suis pas pour la guerre, on est bien d'accord, mais alors s'il y a pas de Russe, il y a aucun Russe. C'est ça. Tu peux pas. C'est selon les sports. Non, mais je suis désolé, c'est dégueulasse. Et après, l'autre chose, c'est pas de la faute des autres équipes, mais n'empêche que quand tu vas cette composition, tu dis que celui qui a gagné, s'il n'y a pas les Russes, il va manquer un petit truc. Ouais. C'est un peu mon avis. Après, petite saveur. Ouais, c'est ça. Et en fait, l'autre chose, alors c'est pour dire comme quoi nous on a des problèmes, et on se dit alors qui c'est qu'on va aligner? Il y a des gars qui mériteraient leur sélection. Alors, juste pour vous dire, est-ce que vous avez une idée de combien il y a de joueurs suédois qui jouent en NHL? C'est hallucinant. C'est un gros, c'est un énorme chiffre. Sans chercher, je dirais une quarantaine. Il y en a 100. Ah ouais. Il y en a 100. C'est-à-dire 10 fois plus que les Suisses. Moi, j'aurais dit 101, moi. Mais bon. Ouais. Non, mais c'est juste pour dire. Donc, le gars qui va s'amuser, un gars, bon exemple. Brandstrom, il brûle la ligue en Suisse, il est exceptionnel.
Ouais, mais bon, Ouais. t'es le 28e défenseur, mec. Donc, c'est juste pour te dire à quel point, non, mais je veux dire, des fois, on se rend pas bien compte le hockey, ce que ça représente dans un pays comme la Suède. 100 joueurs qui jouent en NHL. C'est C'est hallucinant. énorme. Et après, alors, autre problème, et ça me fait penser un petit peu comme avec le Brésil et au foot, les sélections. Ils doivent faire la sélection avec le Canada. Sauf que, actuellement, le classement des compteurs, c'est McKinnon, qui est incroyable avec Colorado, fantastique, 37 points. Celebrini, 19 ans, 34 points. McDavid, 33 points. Connors Bedard, 31 points. Actuellement, ils ont dit, donc le sélectionneur de l'équipe du Canada, il a dit non, moi, je pense que Celebrini, on va pas pouvoir le prendre. Bedard non plus parce qu'il est trop jeune. Non, mais Oh la c'est vache. les meilleurs compteurs de NHL. Et alors, tu as encore d'autres problèmes. Par exemple, ça c'est très intéressant. Tom Wilson, bête de playoff, machin, mais joueur très physique. Ouais, mais bon, est-ce qu'on le prend ou on le prend pas? Parce que c'est ça le problème. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs au tournoi des 4 nations avec les deux frangins américains, Et Tkachuk. les Tkachuk. Tu vas jamais voir aux Jeux Olympiques ce qui s'est passé parce que les Jeux Olympiques, c'est 7 matchs pour aller au bout et gagner. Mais si tu te bats, tu lâches tes gants, tu es suspendu de 3 matchs. Ils peuvent pas se permettre de perdre les frangins Tkachuk. Donc, tu dois faire des équipes qui sont formatées pour ce type de championnat. On n'a jamais vu au championnat du monde et aux Jeux Olympiques des gars se battre à main nue parce que le coach, la première chose qu'il leur dit, si vous battez, les gars, vous lâchez pas les gants, vous faites tout, mais vous battez pas parce que on a que 7 matchs et c'est pas un match de play-off ou un match où il y a 80 matchs de saison régulière où tu dois te battre. Donc, tu dois avoir des gars avec l'expérience et le profil. Donc, ça va être super intéressant. Mais en tout cas, c'est ça la monstre Discord. Tout le monde parle et tout le monde est sélectionnaire avec le Canada qui vont prendre, qui vont pas prendre parce que tu vas laisser des gars sur le carreau qui sont dans les 5-10 meilleurs compteurs de NHL. Et tu peux pas faire une équipe qu'avec des buteurs, évidemment. Il faut des plombiers. Mais ça veut dire que tu vas laisser des stars. C'est exactement ce qu'on discutait il y a 1 ou 2 semaines quand ils avaient il y a eu le problème avec Bikoff au championnat du monde et aux Jeux Olympiques, qu'ils avaient mis de côté l'ancien joueur des Canadiens de Montréal, le Russe, qui a fini sa carrière à Viège d'ailleurs. J'ai plus son nom. Bref, mais Fedorov. Non, c'est pas Fedorov, c'était Kovalev. Alex Kovalev. Kovalev. C'est juste pour dire que tu laisses Kovalev. Alors nous, on a des cas similaires avec la Suisse. C'est ça que je voulais en venir, parce que tu prends comment il s'appelle Il y a Philippe Ducaro qui regarde le chrono, fais gaffe. Ouais, c'est Non, foutu. C'est foutu. Non, Philippe Kourachev. Ouais. Ouais. Excellent. Ok. Est-ce J'avais trouvé le prénom. que Philippe Kourachev est potentiellement plus performant qu'un Théo Rochette qui est actuellement 3e buteur du championnat suisse? Bonne question. Sachant qu'un Kourachev n'a pas convaincu dans son jeu défensif. Donc, ce genre de questions, même avec la Suisse, elle se pose. Mais, enfin, je veux dire, c'est juste pour expliquer à quel point les discussions vont être tellement alimentées en ce moment avec ces sélections plus jeunes. Moi, j'ai une question pour le statisticien de la NHL. Là. Quelle est l'équipe qui a le plus de Suédois en NHL? Bonne question. Est-ce que c'est Dallas? Minnesota. Ah ouais, ok, d'accord. 6. C'est énorme. Ouais, c'est ça. Bon. C'est énorme. Donc, C'est ça, non, mais c'est terminé Voilà. pour aujourd'hui. C'était le premier bloc en compagnie de Christian Pontoff, Laurent Perotov et Philippe Ducarov. Et on va donc se retrouver vendredi prochain pour une nouvelle édition. Ce sera la 170e, numéro 70. Je vous laisse cogiter durant le week-end. On va laisser la conclusion, bien entendu, à Christian Ponty, tout en rappelant que le hockey sur glace, c'est bien, et que le hockey sur place, c'est mieux. Est-ce que vous avez un match à nous conseiller, peut-être, pour ce week-end, comme ça? On verra que une petite idée. Ça peut être un match d'élite, comme ça peut être un match, je sais pas moi, de 3e ligue, comme par exemple Pont-de-Martel contre Fleurier à 20h30 aujourd'hui. Voilà, par exemple. Ou bien Nada contre le HC Sion 2 en 3e ligue à 20h30 également. Ce sont 2 matchs qu'on pourrait vous conseiller également si vous avez envie de voir du hockey sur glace d'un autre niveau. Voilà. Je ne sais pas si vous avez une proposition, sinon on va laisser la conclusion à Christian Ponty. Ok, alors vive le hockey Romanov. Oh là là. Bon alors, vous savez quoi? Moi, je vais aller manger du crabe royal de Kashmata et puis je vous laisse. Bonne soirée à tous. Allez, bon crabe. Merci à tous et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve lundi pour un journal du hockey à 18h bien sûr. Bon week-end à toutes et à tous. Bye bye. Bye bye. Bye bye.